Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de suivre la RTC. Bienvenue dans ce principal rendez-vous d'information dont voici les titres. Forces armées, les éléments français au Sénégal ont un nouveau commandant. Le général Facon est arrivé au Sénégal il y a quelques semaines. Reçu par le chef de l'État, il a présenté un dispositif qui va de la sécurité à la formation, en passant par les missions de recherche et le social. Commercialisation de l'arachide, le prix fixé à 200 francs CFA le kilogramme, une des principales mesures prises hier lors du conseil interministériel consacré à la campagne de commercialisation. 11 mesures clés ont été arrêtées pour un bon déroulement de la campagne, notamment un fonds de 11 milliards 500 millions de francs CFA pour les semences. La rubrique Métier nous plonge ce soir dans l'univers des photographes. Est-il besoin de diplôme pour exercer le métier? Oui, disent les professionnels du secteur. Non, répliquent ceux qui sont formés sur le tas. Le diplôme n'est pas un préalable pour la prise de vue. Différence entre photographe de presse, photographe prestataire et photographe freelance, c'est dans quelques instants avec Louise Guizza. Tout d'abord, je vous signale que la Fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, en phase avec le plan Sénégal émergent, créé depuis 1959, cette structure a pour vocation de promouvoir l'éducation, l'agriculture et le social, trois piliers essentiels du PSE, et les forces de 28 sections sur l'étendue du territoire national, notamment à Touba, Pabiram Ndiaye. C'est une partie de l'intelligentsia mouridou qui avait rendez-vous avec le chef de l'État. La Fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, Khadimou Rassoul, épouse la vision du président Macky Sall, celle d'un Sénégal émergent qui passe par la prise en charge des besoins des populations. Éducation, agriculture, sociale, le triptyque qui éclaire la voie de la fédération et qui rejoint la trajectoire du plan Sénégal émergent. Le capital humain est la plus grande richesse du Sénégal. Et vous l'avez si bien compris que vous en avez fait avec le développement durable et la protection sociale, le second pilier du PSE. Et nos actions de tous les jours au sein de la fédération rejoignent, je pense, à ce niveau, épousent parfaitement les contours donc, de votre programme de développement. Parce que Serigne Cheikh Mbacké avait compris très tôt que le développement du Sénégal passe par l'éducation. Et en cela aussi, il suivait les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba, qui implorait le Seigneur en lui disant « Fais de ban, demeure la cité bénie de Touba, un lieu où l'on sort des ténèbres pour entrer dans la lumière. » Ça, c'est dans Madlo Fawzeyni. Il disait également « Fais de ban, demeure la cité bénie de Touba, un lieu de connaissance. » La connaissance, le mot est lâché, le chemin pour l'acquisition du savoir s'oriente désormais vers l'enseignement supérieur. Touba veut avoir son université, le souci de préserver une matière grise précieuse qui risque de s'envoler ailleurs. Cette année, les écoles de la Fédération ont eu plus de 45% de taux de réussite au bac, plus que la moyenne nationale. Alors ce grenier d'intellect doit être encadré pour éviter la déperdition scolaire. Ces gens-là aujourd'hui sortent de l'école de l'université pour aller ailleurs. Certains même vont dans d'autres pays et ils reviennent avec d'autres cultures. Et si on a la possibilité de pouvoir donc les former au niveau de l'enseignement supérieur également et bénéficier en tout cas des autres élèves, étudiants que l'État donc donne à cette université, je pense que quand même ça pourrait être une excellente chose. Dans ce combat, la Fédération des disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ne sera pas seule. Le président Macky Sall s'engage à être à leur côté pour faire de Touba un haut lieu du savoir. Au-delà de l'éducation, il y a le social. À ce niveau, la Fédération a salué les actions du président Macky Sall, notamment la couverture maladie universelle. Ses membres s'engagent à vulgariser cet outil précieux de protection sociale à travers la mise sur pied de mutuelles de santé. Les couches les plus démunies sont les premières cibles. Ce sont elles qui bénéficient des bourses de sécurité familiale, sans oublier toutes les politiques de gratuité dans le domaine de la santé et qui touchent l'insuffisance rénale, le VIH/SIDA, la césarienne
et les soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Autant de facilités qu'offrent les services de santé publique et qui entrent en droite ligne de l'axe 2 du plan Sénégal émergent. Concernant l'agriculture, le président Macky Sall a réitéré sa volonté d'en faire le moteur de la croissance économique à travers l'industrialisation à grande échelle, pourvoyeuse d'emplois. À ce niveau, l'État a mis à la disposition des agriculteurs du matériel agricole. Et cette année, des productions records sont attendues. Pour l'arachide, par exemple, les estimations dépassent 1 million de tonnes. Pour le riz, on passe de 400 000 à 900 000 tonnes. La voie vers l'autosuffisance en riz est toute tracée et ces prières viennent bénir les actions du président de la République, Macky Sall. Dakar va abriter le 3e congrès de la Confédération syndicale internationale le 25 novembre prochain. En prélude à la rencontre, le chef de l'État a reçu les centrales syndicales sénégalaises qui organisent la manifestation. La délégation a obtenu le soutien total du président de la République qui a décidé de prendre en charge l'organisation de l'événement qu'il va lui-même présider. Madame Bassok, porte-parole de la coalition, s'en explique au micro de Oumar Nying. Nous étions demandeurs donc, de cette audience pour exposer donc, au président de la République les besoins donc, au niveau de la coalition, de la confédération des syndicats autonomes. Et le président de la République nous a prêté une oreille très attentive parce que nous avons des problèmes de logistique, de notamment l'hébergement de 350 délégués. Nous avons un thème qui est très fort, des syndicats forts pour une Afrique meilleure. Je crois que c'est un thème qui résonne RE accent et qui résonne aussi RAI. Et c'est la raison pour laquelle je pense que le président de la République non seulement nous a promis de venir lui-même procéder à l'ouverture donc, de ce congrès officiel le 25 à 16h, ce qui est quand même assez rare. Mais également, il nous a promis d'appuyer donc la CSI pour l'hébergement de ces 200 délégués, l'allocation de 200 chambres, pour la mise à notre disposition de véhicules de luxe pour les personnalités que nous accueillons. Et le président est tout à fait disposé à mettre toute la logistique à notre disposition. Et quand nous faisons une évaluation sans faire dans le fétichisme des chiffres, mais les amateurs de statistiques vous diront que c'est la première fois qu'un État prend autant donc, de sommes ou donne une part contributive en nature aussi importante. Je crois que nous nous sommes félicités donc, de cette présence du chef de l'État dans donc, notre congrès. Nous avons également abordé avec lui la question donc, des subventions, parce que je crois que le pacte de croissance et de stabilité que nous avons signé était quand même porteur d'un certain nombre de servitudes, donc de prérequis, et je crois que le président a donné suite à notre requête consistant à, dans la loi des finances, prendre en charge, disons, les 300 millions donc, qui devaient libérer pour les centrales syndicales. Nous tenons à remercier le président de la République pour nous avoir honorés, parce que je considère qu'à travers nos personnes, il honore le mouvement syndical sénégalais. Et je crois que c'est un problème qui va retentir dans toute l'Afrique. Parce qu'il est rare de voir un chef d'État accepter de présider ce type de cérémonie. Je crois qu'en tout cas, nous avons gré d'avoir été présents au moment où nous avons besoin de lui pour perpétuer donc, la force du mouvement syndical sénégalais. Le chef de l'État a reçu ce matin Pascal Facon, commandant des éléments français au Sénégal. Arrivé à Dakar il y a quelques semaines, le général est venu se présenter au président de la République, une occasion saisie pour lui présenter les éléments français au Sénégal, un dispositif qui va de la formation aux missions de recherche et de sécurité en passant par le social. Le général Pascal Facon est interrogé par Oumar Nying. Je suis arrivé ici il y a quelques semaines et je venais me présenter au président Sall et évoquer avec lui un certain nombre de sujets, et en particulier lui présenter les activités de coopération opérationnelle que nous conduisons dans le cadre des éléments français au Sénégal. Les éléments français au Sénégal, vous savez, c'est la continuation des forces françaises au Cap-Vert depuis 2011. C'est un dispositif qui vise à monter en puissance les unités, à les préparer à l'engagement opérationnel. Donc chaque année, nous formons environ 7500 militaires de la CEDEAO et de la Mauritanie, et singulièrement 2600 militaires sénégalais à l'intérieur de ces 7500, dont la plupart sont engagés sur les différents théâtres d'opération, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Darfour ou encore la Centrafrique.
Mais les EFS, ce n'est pas que ça. C'est aussi des missions de surveillance des pêches que nous conduisons avec l'inspection des pêches. C'est aussi des missions de secours et de recherche, comme cela a été malheureusement le cas très récemment à l'occasion de l'accident de la Sénégalair, où nous avons largement contribué pendant près de 27 heures à des recherches. Et puis les EFS, c'est aussi une force française dans la cité, à Ouakam, à Dakar, au Sénégal. Vous avez eu l'occasion, je crois, de le voir hier lors de l'inauguration par la Première Dame, enfin, en tous les cas la pose de la première pierre par la Première Dame de la maternité de Ouakam, qui est un projet qui nous tient à cœur, que nous conduisons avec de nombreux partenaires privés, et qui contribue à la très bonne relation entre la population et puis ces militaires français. Un protocole d'accord entre le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Assemblée nationale sur la protection juridique des mineurs sera signé dans les prochains jours. Il va permettre une meilleure prise en charge de cette question. L'État du Sénégal a déjà enregistré des avancées significatives dans le domaine à travers le projet de renforcement de la protection juridique des mineurs. Diana Badia. La protection juridique des mineurs a fait l'objet de discussions au cours de cette deuxième séance de travail entre la délégation du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et l'Assemblée nationale du Sénégal. Un projet phare portant sur le sujet fait déjà partie des axes de coopération entre les deux entités. Un expert en la matière a fait un exposé qui a permis de comprendre les différents axes du projet. C'est quelque chose de très important que les décideurs législatifs et inscrit au cœur de leur coopération la question du renforcement de la protection juridique des mineurs, qui avait eu simplement pour vocation de mettre en place un cadre de coopération et de concertation entre les différents acteurs professionnels intervenant dans le domaine de la protection et qui n'existait pas, et d'autre part de développer l'interdisciplinarité dans leur intervention dans le cadre de cette protection. En plus de l'exposé sur le projet de renforcement de la protection juridique des mineurs au Sénégal, certains députés et Ramanda Diouf, conseillère du chef de l'État sur ces questions, ont apporté des compléments d'explication pour montrer tous les efforts consentis par l'État. Au finish, la partie wallonne approuve la qualité du projet. Il est important de faire ce qu'on fait au Sénégal, c'est-à-dire une formation pour que tous les intervenants, tous les professionnels qui à un moment donné ont affaire de près ou de loin aux enfants soient sensibilisés, parce qu'on ne mène pas, je dirais, une politique ou un contact avec des enfants comme on le fait avec un adulte, et donc il faut spécialiser, et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit tant en Belgique qu'au Sénégal. La protection juridique des mineurs est un sujet qui tient à cœur toutes les parties. Elles entendent signer un protocole d'accord pour montrer toute l'importance accordée à la question. Nous avons ensemble pris la décision de mentionner dans le protocole que nous allons signer demain, de mentionner l'intérêt que les deux parlements portent sur la protection des mineurs en termes d'accompagnement, de formation, d'éducation, de protection de leurs droits et surtout des mesures qui doivent permettre d'en faire demain des citoyennes et des citoyens conscients de leurs responsabilités, mais aussi bénéficiant de leurs droits et exécutant les prérogatives qui seront les leurs pour moderniser la société. Après plus de 2 heures de discussion, place à l'échange de cadeaux et à la signature du livre d'or de l'Assemblée nationale. La campagne de commercialisation agricole débute le 16 novembre prochain. 11 mesures pour une bonne tenue de celle-ci ont été prises au cours d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre hier après-midi. Parmi celles-ci, la mise en place d'un fonds de 11,5 milliards de francs CFA pour la commercialisation et la fixation du prix du kilogramme d'arachide à 200 francs CFA. Mam Moussagnan. En fixant le prix du kilogramme d'arachide à 200 francs, l'État du Sénégal subventionne pour 15 francs chaque kilogramme. Le prix international étant de 185 francs. Proposition qui a été soumise donc par le cadre de concertation et validée par le Premier ministre. La deuxième mesure porte sur la qualité de ce prix fixé. Il faut l'entendre un prix plancher. L'État du Sénégal, pour sécuriser le produit, a décidé de mettre en place un fonds de commercialisation de 11,5 milliards dès mardi. La sixième mesure est le rapport aux factures en instance et aux encours.
La décision a été prise et le ministre de l'économie et des finances prendra toutes les dispositions nécessaires pour que ces factures soient réglées et que l'encours soit traité, avant le démarrage de la campagne bien entendu. Le capital semencier sera renforcé, 75 000 tonnes sont prévues dans ce cadre. De même, 9 000 tonnes seront réservées à la région naturelle de la Casamance. Par souci d'équité territoriale, mais également du fait de l'implantation des usines dans cette partie du territoire. Entre la SONEOR et l'État pour cette année, le compagnonnage se poursuit pour le plus grand bonheur des producteurs. Et 90 milliards sont déjà trouvés et que 1 milliard également est prévu pour rendre opérationnel l'ensemble des usines, c'est-à-dire Diourbel, Kaolack, Ziguinchor et Louga. La production pourrait atteindre 1 million de tonnes d'arachide cette année, une production record à préserver. Pour éviter un bradage de la production agricole, c'est-à-dire assurer une sécurisation des revenus des ruraux. Tout mettre en œuvre également pour sécuriser le capital semencier. Des mesures saluées par les producteurs. Toutes nos attentes ont été prises en compte parce que nous, nos inquiétudes, c'était est-ce qu'il y aura le financement? Est-ce que la SONEOR va débuter? Est-ce que les opérateurs seront payés? Est-ce que les arriérés comme les encours seront payés? Et en fait, on est donc très satisfait. La campagne débute le 16 novembre prochain, plus tôt que l'année dernière. Achèvement de la troisième génération de bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale. 100 000 ménages ont été sélectionnés. 18 000 comités locaux ont été créés par les maires pour renforcer la fiabilité de l'opération. Anta Sardiako, délégué général à la protection sociale et à la solidarité nationale, a fait le point lors d'une conférence de presse qui s'est tenue cet après-midi. C'est Nalun Fall. Ils sont au nombre de 100 000. 100 000 ménages intégrés dans la troisième génération de bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale. Une sélection à l'issue d'enquêtes procédées par la ANSD. Environ 18 000 comités locaux ont été créés par les maires pour sélectionner les 100 000 ménages nouveaux bénéficiaires de 2015. Il faut noter bien que ce processus est fondé sur une démarche de transparence qui a mis en avant le caractère inclusif par l'implication d'un plus grand nombre d'acteurs, surtout locaux, pour renforcer la fiabilité de l'opération. Et au mois d'avril 2015, j'ai entamé une tournée nationale, et plus précisément même le 2 février 2015, une tournée nationale a débuté par Dakar, et à l'occasion de laquelle les autorités administratives et les élus locaux ont été informés des innovations apportées au processus. Face à la presse, la déléguée générale à la protection sociale et à la solidarité nationale, Dr Anta Sardiako, a fait le point sur l'exécution du programme. La situation au matin de ce vendredi 6 novembre 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, est de 134 763 allocations versées, dont les 43 900 concernent la nouvelle génération. Et ceci pour un montant global de 3 369 075 francs CFA. Donc un suivi quotidien des paiements est fait en collaboration avec les services compétents de la Poste. Et les autorités administratives apportent un soutien important par l'établissement d'attestations pour les nouveaux bénéficiaires en attendant la confection des cartes Yakar. Dans 2 semaines, des tournées de sensibilisation des nouveaux bénéficiaires au respect des conditionnalités de l'octroi de la bourse vont débuter. Un numéro vert sera mis en place pour gérer les réclamations. Les bénéficiaires seront bientôt accompagnés par des activités génératrices de revenus avec des projets et programmes d'appui à l'agriculture. La lutte contre le blanchiment d'argent porte ses fruits au Sénégal. Plus de 660 millions de francs CFA et 2 terrains récupérés chez des personnes coupables de blanchiment d'argent. L'annonce est faite par les autorités du GIABA à l'ouverture de la 24e réunion plénière de la commission technique du GIABA à Biboumbay. Tir groupé sur l'argent sale. Le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GIABA, évalue le niveau de la lutte contre ce fléau qui met à genoux les économies africaines. À ce jour, les pays membres ont réussi la prouesse de mettre en place un cadre législatif efficace et conforme d'une 40aine de recommandations. Restent maintenant quelques défis à relever. À partir de 2016,
La communauté du GIABA va s'engager dans le second cycle d'évaluation mutuelle, arriver à sécuriser les circuits financiers, les mettre à l'abri justement de ces fonds illicites qui viennent perturber non seulement le système financier lui-même, mais mettre en cause la stabilité de nos pays et la paix dans la région. Une région africaine où la lutte s'accentue. En témoigne le cas du Sénégal où l'on a pu briser l'élan de certains criminels financiers. Pour la première fois, nous avons récupéré 660 quelques millions, plus de 2 millions de dollars. Et nous avons également saisi au Sénégal des terrains, 2 terrains qui appartenaient à des personnes reconnues coupables de blanchiment d'argent. C'est un pas important que nous franchissons. Franchir ce pas est synonyme d'une lutte acharnée qui consiste à mettre en place un cadre législatif pour tous les pays membres de la CEDEAO qui pourrait durcir les sanctions à l'encontre des coupables et, le cas échéant, renforcer la surveillance et le contrôle. Et sur ce volet, le gouvernement du Sénégal soutient la lutte contre le blanchiment. Le Sénégal réaffirme son engagement indéfectible à apporter au GIABA tout le support nécessaire à la réalisation de sa mission, dont l'importance pour nos économies n'est plus à démontrer. Les résultats fort appréciables obtenus par le GIABA, qui sont le reflet de son dynamisme dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, nous confortent dans cette option et nous encourage à continuer à lui apporter notre soutien. Un soutien qui certainement va anéantir toute velléité de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme qui constitue un fléau ravageur des faibles économies africaines. L'Agence de régulation des marchés s'investit dans la formation de professionnels en management et régulation des marchés publics. Dans ce cadre, l'ARMP organise les jeudis du master pour renforcer les cours théoriques avec des débats. Ce jeudi, le juge Demba Kandji et le médiateur Alioune Badara Cissé étaient les invités. C'était en présence du ministre de la fonction publique. Le compte rendu signé Fatou Saro. La rencontre de ce jeudi a été l'occasion pour les panélistes de revenir sur la relation dialectique entre la régulation, la médiation et la justice. La justice est cet ensemble de concepts philosophiques contenant des considérations juridiques, pour la plupart d'ailleurs, mais également sociales. Aujourd'hui, le juge se voit souvent reprocher son éloignement des réalités économiques, des réalités concrètes et des contraintes du monde économique. L'amélioration de la bonne gouvernance est également au centre des missions qui nous sont confiées. Depuis une vingtaine d'années, s'opèrent des mutations institutionnelles très notables avec la multiplication d'autorités de régulation dans des secteurs économiques très sensibles. Ces communications contribuent au renforcement et au développement des capacités des spécialistes en passation des marchés. À travers cette formation, les initiateurs espèrent leur donner une nouvelle vision des marchés publics. Ce que nous cherchons à travers cette formation, c'est de créer toute une culture, une autre manière de percevoir les marchés publics, la dimension économique des marchés publics. Comment les marchés publics peuvent contribuer au développement économique et social de nos pays. Qu'il ne s'agit pas simplement d'acheter pour acheter, ce n'est pas seulement organiser les acquisitions, c'est asseoir une politique d'acquisition qui soit une stratégie de développement. Ce master, initié par l'ARMP depuis 2012, suscite un intérêt particulier auprès de l'autorité de la fonction publique. Si nous voulons aller vers la performance de nos administrations, il faut impérativement que nos ressources humaines soient de qualité. Cette mission, elle est en partie portée par l'ARMP à travers son institut de formation qui encadre et renforce les capacités de nombre de nos agents de l'État. Dans sa volonté de faire émerger un corps de managers spécialistes des marchés publics, l'ARMP allie savoir, pragmatisme et pratique. Ce master est le fruit d'une collaboration tripartite entre l'UCAD, l'ENA et l'ARMP. À cet instant du journal, nous avons un invité. Il s'agit du sous-préfet de Dakar Plateau. Son nom, Djibi Diallo. Bonsoir, M. Diallo. Bonsoir, M. Cissé. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez faire des opérations de désencombrement à Dakar Plateau. Est-ce qu'on peut savoir pour quand et qu'est-ce que vous allez faire exactement?
Merci, M. Cissé. Je dis bonsoir à tous les auditeurs et tous les téléspectateurs de la RTS. Effectivement, comme vous l'avez dit, depuis un certain temps, Dakar est devenu quand même, ça étouffe. Alors, nous avons prévu effectivement, après plusieurs rencontres, de passer quand même à les opérations de désencombrement en relation avec la commune de Dakar Plateau. C'est dans ce sens que nous avons pensé qu'il faut avertir, prévenir tous les occupants de la voie publique pour qu'ils puissent prendre leurs dispositions afin de libérer les différentes artères. C'est pour quand? Nous l'avons prévu pour le week-end. Samedi, dimanche? Bon, en tout cas, c'est pour le week-end. Est-ce que vous avez discuté avec les marchands ambulants qui sont d'habitude souvent au niveau des rues? Qu'est-ce que vous avez fait pour un peu les sensibiliser par rapport à cette opération? Bon, depuis mon arrivée à Dakar Plateau, on a tenu plusieurs rencontres, à l'issue desquelles, déjà avant la Korité, on était inscrit dans la dynamique de faire des désencombrements qu'on avait déjà démarré. Par la suite, avec les différentes fêtes qui sont succédées, telles que la Korité et la Tabaski, ils ont jugé nécessaire qu'il fallait les laisser terminer, n'est-ce pas, ces opérations. Et depuis un certain temps, il y a eu plusieurs rencontres qui ont été menées avec les collectivités locales. Et à ce jour, je crois quand même que l'information, en tout cas, n'a jamais été coupée. Les ponts n'ont jamais été coupés entre les marchands ambulants et nous-mêmes et les collectivités locales. C'est dans ce sens, pour éviter les désagréments, effectivement, qui peuvent les arriver, que nous pensons qu'ils doivent aujourd'hui prendre toutes leurs dispositions pour libérer la voie publique. Est-ce qu'ils sont d'accord par rapport à ça? Est-ce que vous avez discuté avec eux pour cette opération-ci? Vous savez, les marchands ambulants, quand même, jouent un rôle très important dans l'économie. Et moi, mon esprit a toujours été le sens du dialogue, de la concertation, afin de trouver les meilleures solutions pour un départ très humanisé. C'est dans ce sens que, lorsque le centre Félix Eboué a été mis à leur disposition, nous avons pensé que pour leur sécurité déjà, mieux vaut dégager, quitter la route et les artères, d'une part. Et aujourd'hui, l'occupation illégale de cette voie crée non seulement beaucoup d'embouteillages, beaucoup de désagréments, et à la limite constitue aussi une source d'insécurité. Étant donné que ce sont des citoyens, ce sont des jeunes qui travaillent pour contribuer aujourd'hui à l'émergence de ce pays, nous avons toujours jugé nécessaire de leur parler. En tout cas, jusqu'à là où je vous parle, les ponts n'ont jamais été coupés entre l'administration et les marchands ambulants. Et ils sont compréhensifs? Bon, ce sont des gens très responsables aussi, il faut le reconnaître. C'est vrai que les Sénégalais ne veulent pas souvent les changements, mais je crois qu'aussi Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Ouais. Et aujourd'hui, on doit quand même veiller à un meilleur cadre de vie, pour une circulation très fluide, pour des raisons de sécurité même, aujourd'hui, et de sûreté. Je crois qu'ils doivent comprendre que le centre Félix Eboué, qui est construit en coût de 9 milliards, et en tout cas, leur est destiné. Et c'est quand même de l'argent qui a été emprunté à la banque par des promoteurs qui aujourd'hui peinent à recouvrer, n'est-ce pas, leur prêt. En ce qui concerne cette opération, certainement ce ne sont pas seulement les tables, mais également les épaves qui seront concernées. Absolument. D'ailleurs, plusieurs réunions ont été tenues, et il faut dire qu'aujourd'hui, c'est la commune de Dakar Plateau, aujourd'hui, en principe, qui mène les opérations avec l'encadrement de l'administration. Donc, nous avons pensé que c'est dans cette dynamique unitaire et consensuelle qu'on peut arriver, en tout cas, à améliorer le cadre de vie dans la population. Donc, ce communiqué peut-être permettra aux uns et aux autres qui parfois disent qu'ils sont surpris. Cette fois-ci, j'ai tenu en tout cas à ce que le message passe, pour que nul n'en ignore. On a l'habitude de voir ces opérations de désencombrement, mais on a souvent des difficultés en ce qui concerne le suivi. Qu'est-ce que vous allez faire pour respecter un peu le suivi? Cette fois-ci, on a tenu une réunion avec l'ensemble des partenaires. Et en tout cas, il y aura un dispositif de suivi qui sera mis en place pour en tout cas une meilleure gestion de l'espace. En tout cas, c'est dans ce sens-là vraiment que j'appelle quand même à la compréhension mutuelle des uns et des autres et au sens des responsabilités pour que, en tout cas, que cette opération puisse se faire vraiment dans la paix, dans la quiétude. Et de savoir qu'en tout cas, nous sommes toujours ouverts au dialogue et il y a toujours des possibilités de trouver des solutions par rapport à ces questions qui se posent. On les comprend bien, ce sont des jeunes, mais je pense qu'en tout cas, le dialogue va continuer et on va toujours les accompagner pour en tout cas qu'ils puissent s'installer dans de meilleures conditions et en tout cas que Dakar reprenne aussi son risque d'entrant. Parce que quand même Plateau, c'est le cœur de Dakar. Merci M. Diallo. Je signale que nous recevions sur ce plateau Djibi Diallo, c'est le sous-préfet de Dakar Plateau. Il venait nous parler des opérations de désencombrement qui vont être menées dans la capitale ce week-end. C'est certainement samedi? Oui, les samedis au dimanche, certainement, oui.
Merci M. Diallo d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Alassane. Les chefs d'établissement du Sud-Est à l'école du genre en formation à Ziguinchor, ces derniers seront outillés pour mieux prendre en charge la dimension genre dans leurs activités. Cette rencontre est initiée par le ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat. Durant 6 jours, ces acteurs vont échanger sur l'importance d'intégrer l'équité et l'égalité dans leur établissement. Kaltom Gueye. Les métiers dits d'hommes ne doivent plus exister dans le secteur professionnel. L'intégration de l'équité et l'égalité du genre dans les actions quotidiennes sont une priorité du département de la formation professionnelle et de l'artisanat. C'est pourquoi le ministère a organisé une session de formation en faveur des chefs d'établissement de la zone sud-est. Sensibiliser ces chefs d'établissement sur l'importance du genre et son intégration dans la formation professionnelle et technique pour permettre au ministère d'atteindre l'objectif d'avoir une formation professionnelle de qualité équitablement accessible aux filles et aux garçons, aux hommes et aux femmes pour le développement socio-économique de notre pays. L'importance du genre n'est plus à démontrer, la parité en est une parfaite illustration, mais il reste beaucoup de choses à faire pour qu'elle soit effective, surtout au niveau des établissements scolaires. Il y a des disparités dues à des paramètres socio-culturels qui font que tel ou tel métier est féminisé ou masculinisé. Au Sénégal, on n'a pas l'habitude de voir beaucoup de femmes, par exemple, pratiquer la mécanique, l'électricité, des métiers comme l'électricité ou la menuiserie, etc. Et pourtant, ça doit être des choix personnels qui poussent l'individu à choisir tel ou tel métier. Il y a des éléments qu'il faudrait vraiment corriger. Au lieu de parler donc de CTF, on parle carrément de centre de formation professionnelle. Mais tant qu'on mettra le F qui va donc signifier féminin, mais les gens diront que ça c'est une formation qui est destinée aux femmes. Et vous savez que dans nos sociétés, il y a des métiers qui carrément sont attribués aux hommes, d'autres qui sont attribués aux femmes. Une telle initiative permettra aux responsables d'être mieux outillés pour une meilleure prise en charge de la dimension genre dans leurs activités. 6 jours durant, ces acteurs clés seront formés dans des ateliers tenus en ce sens. Le monde veut éliminer le sida autour de 2030. Pour atteindre cet objectif, il faut aller vite. L'ONU-SIDA a déjà tracé la voie par le biais de stratégies novatrices. C'est en tout cas les éléments clés sortis de la consultation sur le sida qui s'est achevée à Dakar. Oumar Diaw. Oui, l'Afrique est sur la bonne voie. Mais il ne faut pas juste se contenter de nos succès. Et le Sénégal est un bon exemple. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Autrement dit, ne pas dormir sur nos fragiles lauriers. Le monde veut se débarrasser du sida à l'horizon 2030. L'heure est donc à l'accélération de la réponse globale avec la stratégie des 3-90. 90% des personnes positives doivent être dépistées et 90% des personnes dépistées doivent être mises sous traitement et 90% des personnes mises sous traitement ne doivent plus transmettre le VIH. Cette stratégie d'accélération ou fast track doit profiter de la fenêtre d'opportunité entre 2015 et 2020 et le secteur communautaire a un rôle fondamental à jouer. Tant qu'on n'implique pas le secteur communautaire, la société civile, on ne peut pas dire qu'on va atteindre les populations les plus reculées, les populations clés qui sont marginalisées dans beaucoup de pays. C'est le système communautaire qui peut aider à aller trouver des personnes qui sont cachées, des personnes qui sont marginalisées, des personnes qui n'ont pas toujours confiance au système institutionnel. Ce travail en amont des communautés est indispensable à la réussite de la stratégie et à l'atteinte des cibles. Les moyens financiers et l'accompagnement des partenaires le sont également. Pour moi, en tant que député, c'est très important de voir que cet argent qu'on dépense pour la coopération au développement, que sur le terrain, ça bouge. Ce n'est pas de l'argent jeté, c'est de l'argent qui sert à quelque chose, qui sert à sauver des vies. Cette consultation régionale conduite par Enda Santé avec l'appui de l'ONU-SIDA a permis de mettre en lumière les nouvelles stratégies et les défis qui vont avec. Nous avons pu mesurer les pas importants que chaque pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre devrait faire pour l'atteinte de ces 90-90-90. Mais surtout apprécier les transformations qui sont nécessaires. Auparavant, il a beaucoup été question pendant 2 jours de frontières et de vulnérabilité au VIH-Sida en Afrique de l'Ouest. Le Burkina, le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal ont pris part à cette rencontre.
Plus de 54 millions de francs CFA dégagés par l'État du Sénégal pour accompagner les migrants sénégalais rapatriés à Tambacounda. Un bureau d'accueil et d'orientation du suivi vient d'être installé. Une nouvelle structure mise en place pour des sessions de formation afin que ces concitoyens sénégalais puissent réaliser des projets viables dans leur pays. Tchorodia. Il est jeune, il a décidé de traverser vents et marées pour réussir. Ibrahima Kamara avait plié bagages en janvier 2014 pour se rendre en Italie. S'il a eu la chance d'arriver jusqu'en Libye, c'est là où des obstacles vont entraver la réalisation de son rêve. J'étais en prison parce que j'ai fait 3 quarts de cas d'emprisonnement à Tripoli. Bon, c'était la raison pour laquelle j'ai duré là-bas et faire un poussière. Au Sénégal, nous étions 424 qui sont retournés en même temps. Parmi les 427, les 80% sont originaires de Tambacounda. Particulièrement dans le département de Goudiri, le message que je porte à lancer au gouvernement, c'est d'investir dans des projets pour que les jeunes puissent travailler. Oumar Silla est un autre Sénégalais qui a vécu en France de 1971 à 2012, l'année où il a pris sa retraite. Aujourd'hui, de retour au Bercail, l'homme s'engage à développer sa localité où il est élu maire. Dans ma commune, j'ai demandé à ce qu'on ait 5 fermes agricoles. Pour le moment, j'attends, je n'ai pas eu de financement. Et c'est des projets, pas mal de projets pour les jeunes, pour surtout les femmes. Et pour essayer d'arrêter l'immigration clandestine, donc j'ai décidé d'aider l'agriculture, d'essayer de développer l'agriculture, d'essayer de faire des projets avec les jeunes. Et pour le moment, le seul truc, c'est qu'on n'a pas de financement. Devant l'assistance, le directeur du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur a écouté religieusement les préoccupations des uns et des autres. Nous sommes à 540 millions de budget, rien que pour l'assistance, alors que nous étions à 40 millions en 2012. En termes de promotion de l'investissement productif des Sénégalais de l'extérieur, nous sommes partis d'un budget de 340 millions en 2012 à 2 milliards 500 millions aujourd'hui. Le phénomène de rapatriement de nos compatriotes en détresse est érigé en mode de gestion au niveau du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Un plan stratégique opérationnel pour les 3 prochaines années qui développe une approche de territorialisation a été conçu et en train d'être mis en œuvre, toujours en faveur des Sénégalais de l'extérieur et de leurs familles restées au pays. Avec l'installation de l'antenne régionale du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi des Sénégalais de l'extérieur de Tambacounda, la majeure partie des problèmes des migrants rapatriés seront pris en charge par l'État central et les collectivités locales. Ce soir, la rubrique métier nous plonge dans l'univers des photographes. On distingue des photographes de presse qui travaillent exclusivement pour des agences de presse et les médias, des photographes prestataires employés par des entreprises ou par des services publics, enfin des freelances, ces derniers travaillent pour leur propre compte. Si pour des photographes professionnels, le secteur est envahi par des personnes non qualifiées, pour se former sur le tas, les diplômes ne constituent pas un préalable pour la prise de vue. On en parle avec Louise Bizza. Ils sont sous les feux des projecteurs. Dans chaque cérémonie, ils occupent la première loge. Les photographes s'activent toujours au milieu des foules afin d'immortaliser l'événement. La prise de vue, tout un art chez eux. La photographie, c'est un métier noble, comme je dis, parce que aujourd'hui, si on respecte le métier, on aura le retour que les clients nous respectent. Mais je vois que les clients ne nous respectent pas. Parce qu'ils disent que les photographes sont les mêmes. Parce qu'ils se baladent, tu vois. Et là, tu as même des problèmes pour vendre des photos. Richard Manet est un photographe d'art employé dans une société. Son job consiste à retranscrire les modèles, paysages, personnages, bref, de manière originale et artistique. Ce n'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de travailler. Ça vient par chance. Moi, d'habitude, je travaille avec des structures. Je travaille dans un magazine. Aujourd'hui, je suis engagé sur une cérémonie de séminaire de 5 jours. Je dis Dieu merci. On me paye par journée. À côté des photographes événementiels, on découvre les freelances. Généralement, ces derniers font cavalier seul. C'est quelqu'un qui prend des images, qui a son appareil photo, qui prend des images et qui fait des reportages en même temps. Bon, ça peut être des reportages sous forme de cérémonie, de mariage, des cérémonies religieuses et autres. Et les freelances travaillent en étroite collaboration avec les laborantins.
Les techniciens de laboratoire photo réalisent des tâches de traitement, développement, tirage et finition. Le laborantin ne peut pas travailler sans les photographes. On fait le lavage, on cadre, on rectifie les photos. Même si les photos sont un peu floues ou bien un peu mal cadrées, c'est à nous de le traiter. Le laborantin travaille sur des machines automatiques essentiellement numériques, d'où l'importance de maîtriser le fonctionnement. À l'époque, il y avait les films. On travaille avec les films. Mais maintenant, on travaille avec les numériques. C'est différent. Le travail est plus facile actuellement qu'au début. Parce qu'au début, on lavait les pellicules, après on les tire. Maintenant, on prend les cartes, on met dedans et puis on tire. C'est facile. Tout le monde peut devenir photographe, diplômé ou pas. Cependant, pour entrer dans la cour des grands, il faut impérativement des études, la clé du professionnalisme. J'ai été formée en 1990 au centre Amadou Malick Gaye de Bopp. Pendant 2 ans, je fais partie de la 11e promotion. Avec comme technicienne en art graphique, j'ai fait l'imprimerie et la photographie. Son diplôme en poche, elle a opté pour les médias, un plus qui lui a permis de disposer d'une carte de presse. Donc, par exemple, la nuit, on nous amène les feuilles de reportage, les demandes. Donc, on nous dit qu'il y a un atelier au ministère de la Jeunesse. Donc, tu demandes le sujet du reportage. Donc, arrivé là-bas, tu sauras qu'est-ce que tu vas faire avec l'image. Ouais, c'est la jeunesse. Tu vas prendre les enfants, le ministre, tout ça. Donc, nos angles de photo ou bien nos angles de travail, ça dépend du sujet qu'on se trouve sur le terrain, quoi. Entre le journaliste reporter et le photographe, il y a une certaine complicité. On nous a appris à l'école de journalisme que bon, une photo parfois vaut 1000 mots. Parce qu'une photo, c'est l'illustration par excellence, un reportage. Même le journaliste est tenu de maîtriser certaines notions liées à la photographie parce que c'est inhérent à son travail. C'est consubstantiel même au travail du journalisme, la photographie. Quand on revient aussi, on a besoin de lui dire, écoute, j'ai besoin de voir votre banque d'images et tout, et après on choisit. Mais en général, comme on est dans la perspective, la mission de service public au soleil, en général, bon, on privilégie les images, par exemple, liées à l'institutionnel, les prises de vue sur les podiums et tout. Actuellement, la question de la formation fait débat dans le milieu. Les professionnels réclament un minimum de connaissances. Il faut avoir le professionnalisme quand même. Tout métier s'apprend. Mais maintenant, le métier est gâté. Tout le monde est devenu photographe ou caméraman parce qu'ils ont tous leurs petits appareils. Donc, mais je l'ai dit d'aller à l'école, d'apprendre la photographie. Me concernant, je n'ai pas été dans une école de formation. J'ai été formé sur le lieu même. Si tu es formé, on forme que dans les labos, comme ça. On vient, on te prend, bon, tu t'apprends après, au fur et à mesure. C'est l'un des métiers les plus en vue dans le monde people, mais aussi l'un des plus compliqués, car peu de photographes peuvent réellement vivre de cette activité. Flash sur les photographes, c'était donc la rubrique métier signée Louise Budza. Magal de Touba 2015, le comité d'organisation apporte des innovations de taille. Il s'agit entre autres de l'organisation d'une semaine culturelle à Dakar du 11 au 14 novembre. Face à la presse, la commission culture et communication a décliné les principaux thèmes de cette semaine qui annonce le Grand Magal de Touba 2015. Pape Kolingom. Les activités préparatoires du Grand Magal de Touba se poursuivent. Après la République gabonaise, c'est au tour de la région de Dakar d'accueillir les manifestations culturelles et religieuses annonçant le Magal de Touba 2015. 4 localités de la région de Dakar vont abriter ces journées culturelles articulées au thème général, Cheikh Ahmadou Bamba et le Saint-Coran. Cette semaine va démarrer avec une grande marche avec le Daïra Cheikh Ahmadou Bamba basé au port de Dakar. Ce Daïra organise chaque année à l'occasion du 11 novembre marche pour célébrer le retour du Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal. Le 12, on sera à Rufisque, le 13 à Guédiawaye, le 14 à Pékin, le 15 ici à Massalikul Jinan pour clôturer cette semaine culturelle Cheikh Ahmadou Bamba. Autre innovation et non des moindres, l'amélioration des conditions de travail des journalistes pendant le Magal. Sur ce point, la commission a aussi innové
L'année passée, il y avait plus de 500 et quelques journalistes. Donc, pour gérer 500 et quelques journalistes pour moins de 24 heures, c'est très difficile. Donc, cette année, on a voulu ouvrir une adresse email pour distribuer ça aux journalistes qui veulent participer à la couverture du Magal. Donc, tous ces journalistes ont la possibilité de se connecter avec cette adresse email pour remplir les conditions d'accréditation et dès leur arrivée à Touba, Inch'Allah, ils verront leur badge sur place et puis ça va leur faciliter aussi de connaître rapidement le lieu d'hébergement et de faciliter le déplacement pendant et après le Magal. Pour l'édition 2015 du Magal de Touba, prévue entre le 30 novembre et le 1er décembre, 15 pays sont déclarés invités d'honneur. Dans l'actualité internationale, ce soir, le crash de l'Airbus A321 dans le Sinaï, la thèse de l'attentat est de plus en plus évoquée. Au Burkina Faso, le CNT limite les mandats présidentiels à 2. Le Burundi inquiète. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi, nous dit Cheikh Traoré. La thèse de l'attentat est de plus en plus évoquée pour expliquer le crash de l'Airbus A321 de la compagnie Metrojet dans le Sinaï. Après la Grande-Bretagne et les États-Unis, la Russie n'écarte plus cette thèse. Le président Vladimir Poutine a fini par accepter cette éventualité sur recommandation des services secrets russes. Une conclusion hâtive selon l'Égypte qui veut à tout prix sauver son secteur touristique, une des principales ressources du pays. La Russie, qui a ordonné la suspension des vols civils vers l'Égypte, a chargé le gouvernement d'assurer le rapatriement des citoyens russes. 224 passagers, essentiellement des Russes, ont péri dans cet accident d'avion. Au Burkina Faso, le Conseil national de la transition a révisé la Constitution. À une écrasante majorité, les députés ont apporté de grands changements, parmi lesquels le verrouillage de l'article 37. Le nombre de mandats présidentiels est désormais limité à 2. Le CNT a également décidé de supprimer le Sénat, fustigé par une partie de l'opposition en raison notamment de son coût. L'élection présidentielle aura lieu le 29 novembre. La période de transition prendra fin dans les 15 jours, suivant la proclamation des résultats définitifs. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit lundi prochain sur la situation au Burundi. La réunion demandée par la France doit se tenir avec des représentants du Haut Commissariat aux droits de l'homme et de l'Union africaine. La communauté internationale manifeste ainsi son inquiétude face à la dégradation de la situation au Burundi. Le camp du président est accusé de multiplier les propos incendiaires en jouant dangereusement avec la question ethnique. Football, Coupe du monde des moins de 17 ans. Le vainqueur de la compétition sera un pays africain. Le continent sera à l'honneur lors de la finale qui va opposer le Nigeria, tenant du titre, et le Mali. Les deux pays ont validé leurs tickets, respectivement aux dépens du Mexique et de la Belgique. C'est Naline Djigo. Le Nigeria et le Mali s'offrent une finale en Coupe du monde des moins de 17 ans. Les deux représentants du continent s'en sortent bien en demi-finale. Dans la première affiche, la tape amicale n'aura pas douché les ardeurs des deux équipes. Belges et Maliens se livrent d'entrer une bataille épique. Celle-ci débouche sur l'ouverture du score des Diables Rouges. Dante Rigo, à la réception d'une merveille de passe de Jorn Van Kamp, trompe le portier malien. La suite se résume à une leçon d'efficacité. Récital des Aiglons, qui par l'intermédiaire de Boubacar Traoré égalise, puis double la mise suite à la sortie ratée du gardien belge. Sidiki Maïga prolonge le cuir au fond des filets. La victoire choisit définitivement son camp à la 85e minute. Sékou Keïta décrète la fin des hostilités. Comme qui dirait, la Belgique, ce n'est pas le diable pour le Mali. La tâche était encore plus difficile pour le Nigeria, surpris d'entrer lui aussi. Le Mexique marque en premier. Centre prolongé de la poitrine, Kevin Mangala conclut l'action. Il ne fallait pas plus pour doper les Nigérians. Ils reviennent dans la partie sur un coup franc parfaitement exécuté par Kelechi Nwakali. Les Eaglets se sentent tout de suite pousser des ailes. Ils prennent leur envol. La frappe d'Orji Okonko ne laisse aucune chance au portier mexicain. Eltri décidément déterminé à ne pas être dominé au score. Plus qu'une égalisation, une démonstration. Le Mexique a son Messi apprécié.
Diego Cortés marque les esprits, un coup d'éclat que les Nigérians vont vite faire oublier, d'abord par Osinachi Ebere à la 67e minute, puis sur penalty exécuté par Victor Osimhen. Les Nigérians se qualifient pour la 8e fois en finale de la compétition. Ils affronteront dimanche le Mali, dont c'est la première, une finale de Coupe du Monde 100% africaine. La deuxième après celle de 1993 entre le Nigeria et le Ghana dans la même catégorie. Au Sénégal, le sport dans les armées football, la finale de l'édition 2015 de la Coupe du nouveau commandant de la zone militaire numéro 1 a été remportée par la police nationale par 2-1 face aux eaux et forêts sur le stade Amadou Barry de Guédiawaye qui a abrité la manifestation Tandakhandiaye. Exit les unités militaires de la zone militaire numéro 1. Cette année, ce sont les paramilitaires qui ont bousculé tout sur leur passage. Des supporters des deux camps qui donnent le ton avant le coup d'envoi de cette compétition. Dans les tribunes, il y avait une certaine rivalité. Le colonel Cheikh Omar Tamba et ses invités se font présenter des acteurs. Les Blancs des Eaux-Forêts, finalistes malheureux, mais aussi les forces de la police nationale, futurs vainqueurs de l'édition 2015. Le commandant de la zone militaire numéro 1 lance les hostilités avec le coup d'envoi symbolique. Sur la pelouse synthétique de Guédiawaye, les Blancs des Eaux-Forêts se montrent beaucoup plus dangereux devant les buts de la police. Les coéquipiers de Souleymane Diallo, par manque de réalisme, encaissent le premier but, l'auteur Sidi Diarra. De retour, les réactions virulentes des Eaux-Forêts qui donc vont payer avec Souleymane Diallo qui remet les pendules à l'heure. Mais c'était sans compter avec le mental assez fort, la détermination du meilleur buteur du tournoi, Sidi Diarra, qui transforme le penalty. C'est la victoire de la police sur la marque de 2-1. Je vais commencer par remercier les autorités locales qui nous ont donné l'opportunité de nous retrouver ici entre forces de défense et de sécurité pour communier ensemble et puis essayer d'améliorer notre harmonie, l'harmonie au sein des forces de défense et de sécurité. Voilà, ceci dit, je pense que c'est une réussite déjà. Le tournoi s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Encore présent avec les armées, le grand partenaire Tahir Anne de Thiaroye, à côté de Abdoul Aziz. Côté technique, l'équipe des Eaux-Forêts est une équipe qui vraiment en dernier lieu, on a fait un regroupement qui n'est pas en quelque sorte, un regroupement qui a été court parce que tous les agents sont déployés dans l'intérieur du pays. Et nous rendons grâce à Dieu, et bon, le Tout-Puissant, qui nous a aidés. Aujourd'hui, disons que nous avons la sens était de notre côté. La police nationale qui crée la sensation devant les armées. Rendez-vous avec la coupe du commandant de la zone militaire numéro 1. C'est pour l'édition 2016. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie prépare activement le recensement général des entreprises. Une série d'ateliers s'est tenue dans ses locaux. 1200 enquêteurs seront déployés sur le terrain. Hamidou Diop. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a entamé à ce mois d'octobre une opération nationale de recensement général des entreprises du formel et de l'informel. Les chiffres obtenus permettront à chacun de savoir son apport dans l'économie du Sénégal. Nous avons convié les organisations professionnelles, les artisans, donc on a tous les corps de métier représentés aujourd'hui, la métallurgie, le bois, les cordonniers, les couturiers sont tous là pour travailler dans un cadre concerté pour que nos agents enquêteurs puissent donc prendre en compte tous ces secteurs-là. Ce recensement pour le secteur de l'artisanat constitue déjà une possibilité pour les acteurs de ce secteur de revendiquer leur statut d'entreprise. On leur a toujours dénié ça. On nous met dans le secteur informel alors que nous sommes des entreprises qui sont structurées. Aujourd'hui, le recensement va permettre de prendre en compte un potentiel de 200 000 entreprises. Parce que le dernier recensement que nous avons eu à faire en 2004
montrait qu'il y avait à peu près 123 000 entreprises. Les informations statistiques permettront d'alimenter les comptes nationaux et permettront également d'avoir de nouveaux paramètres de calcul du PIB. Les PTF, le secteur financier et l'État pourront au finish orienter les investissements de la façon la plus judicieuse en obtenant cette masse d'informations. Sur le plan méthodologique, nous avons fait des efforts. Ça fait 4 mois que nous travaillons sur ces aspects méthodologiques. Et aujourd'hui, nous sommes confiants que nous avons une bonne méthodologie. Mais la méthodologie ne suffit pas. Il faut aussi l'adhésion des acteurs. Environ 1200 enquêteurs seront recrutés pour mener ce recensement en 4 mois. La NSD demande l'appui des corps professionnels et organisations patronales pour la réussite de l'enquête. Le chef de l'État, le président de la République, a reçu hier Serigne Moustapha Ibn Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. À l'occasion de cette audience, il a transmis au chef de l'État les salutations et prières et soutien du khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Une note triste dans ce journal. Nous avons appris avec une grande tristesse le décès de notre ancien collègue Pascal Dionou. Pascal Dionou a longtemps travaillé à la télévision nationale comme réalisateur. Il a aussi assuré des fonctions de chargé de production de la matinale Kenkeliba et chef de plateau. Mais Pascal Dionou n'était pas que derrière les caméras. Il lui est arrivé d'être devant et d'avoir un rôle dans des téléfilms. On garde en mémoire sa prestation dans Farfman. Il est décédé ce vendredi à la suite d'une longue maladie. Que la terre lui soit légère. Nous présentons nos condoléances à la famille et particulièrement à son fils Yves Dionou qui est caméraman à la RTS. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition de 20h au Sénégal ou à l'étranger. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.